Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les données chirurgicales. Les petits n, en fait, c'est le nombre de patients recueillis sur 121 patients au total. Donc, concernant les temps postérieurs, on avait la même proportion de patients pour lesquels la fusion s'étendait jusqu'en région thoracolombaire que pour ceux jusque la fusion s'étendait en région thoracique haute. 50% environ dans les deux cas. Bien sûr, toutes les chirurgies s'étendaient au sacrum et on voit quand même qu'il y avait 37% des patients qui n'avaient pas de prise iliaque dans cette population. Concernant le temps antérieur, on voit qu'on a 50% des patients qui ont eu uniquement un temps antérieur pour la région lombosacrée L5 et S1 et 75% des temps antérieurs incluaient le sacrum dans la prise. Sur les gestes osseux, 25% des patients ont eu une libération canalaire, c'était surtout de la chirurgie de déformation. Donc 15% des patients ont eu une ostéotomie transpédiculaire, dont 18% pour le groupe temps postérieur unique. Et enfin, 22% des patients ont eu des TELIF dans le groupe temps postérieur unique, contre 9% dans le groupe double temps. En ce qui concerne la durée chirurgicale, la durée chirurgicale était plus longue dans le temps postérieur unique, ce qui peut s'expliquer par la greffe intersomatique et la pose de cage TELIF, et ce résultat était significatif. En ce qui concerne la durée d'hospitalisation, on avait des durées d'hospitalisation qui étaient légèrement plus importantes dans le temps postérieur unique, mais ça ne revenait pas significative. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que il y avait une hospitalisation en réanimation ou en unité de soins intensifs qui était plus importante dans le groupe double temps que dans le temps postérieur unique, et que la durée d'hospitalisation en réanimation était également plus longue dans le double temps que dans le temps postérieur unique. On discutera de ces résultats après. En ce qui concerne les complications périopératoires, on a eu un cas d'hématorachis, c'était dans le groupe temps postérieur unique. 22% des patients ont été transfusés. Il y a eu 8% d'infection du site opératoire, 13% dans le groupe temps postérieur unique contre 3% dans le groupe double temps, mais cette valeur n'était pas significative. Il y a eu 2,5% de brèche durale et 4% de déficit neurologique, 7% dans le groupe temps postérieur unique contre 2% dans le groupe double temps, mais pareil, cette valeur n'était pas significative. On a un patient qui a eu un déficit médulaire post-opératoire suite à une ostéotomie transpédiculaire de T12. Donc au final, ce qu'on peut déduire de ces données chirurgicales, c'est que la durée d'intervention est plus longue dans le temps postérieur unique que dans le groupe double temps, et ça peut s'expliquer par les gestes de libération postérieure pour corriger la déformation sagittale, mais aussi surtout par la greffe intersomatique par voie postérieure. On a des chirurgies qui étaient surtout des chirurgies de déformation, et seulement un quart des patients avaient une libération radiculaire. Attention à cette donnée. Et enfin, un tiers des patients n'ont pas eu de prise iliaque sur des longs montages, et donc ça va être un sujet de discussion ensuite.